Dans cette vidéo, nous allons achever l'étude locale des fonctions grâce au développement limité. Après avoir précédemment vu comment étudier l'allure d'une courbe au voisinage d'un point, nous allons maintenant parler de prolongement de fonctions, si possible bien sûr par continuité. La proposition est la suivante. Nous considérons petit f une fonction qui est définie au voisinage de x0 mais pas en x0. Alors si elle admet un développement limité en x0, donc un DL d'ordre au moins 0, alors f se prolonge par continuité en x0. Son prolongement par continuité, comme toujours, est unique, nous le noterons f chapeau. Ce prolongement admettra en x0 le même développement limité que petit f. La démonstration est assez rapide. Pour l'existence du prolongement par continuité, puisque n est positif, f admet un développement limité en x0 à l'ordre 0, et nous savons dans ce cas-là que si ce DL s'écrit f de x égale a0 plus petit o de x0, nous pouvons passer à la limite quand x tend vers x0, et nous obtenons que f tend vers a0 quand x tend vers x0. a0 est bien sûr une constante réelle finie, et ainsi, par théorème du prolongement par continuité d'une fonction, nous savons que f admet un prolongement par continuité en x0, il est unique, et c'est la fonction f chapeau qui à x associe bien sûr f de x si x est différent de x0, et a0 si x est égal à x0. Pour le second point, au voisinage de x0, nous allons noter f de x égale a0 plus a1x moins x0, jusqu'au terme an fois x moins x0 puissance n, plus le reste, le développement limité de f au voisinage de x0. Pour simplifier, nous appellerons p de x la partie principale de ce DL, c'est-à-dire tous les termes de a0 jusqu'à an fois x moins x0 puissance n. Alors, si nous regardons le quotient f chapeau de x moins p de x divisé par x moins x0 puissance n, si x est différent de x0, eh bien, ce quotient c'est la même chose que f de x moins p de x sur x moins x0 puissance n. Et par contre, si x est égal à x0, eh bien, ce quotient est tout simplement égal à 0. Dans tous les cas, de toute façon, lorsque x tend vers x0, la limite de ce quotient est bien égale à 0, ce qui signifie que f chapeau de x est égal à p de x plus un petit o de x moins x0 puissance n, et donc f chapeau a le même développement limité que petit f. Le corollaire suivant est tout à fait direct. Si dans le cas précédent n est égal au moins à 1, eh bien puisque f chapeau admet le même développement limité que f, alors f chapeau admet un développement limité d'ordre 1 en x0, et nous savons dans ce cas que f chapeau est dérivable en x0. Traitons un exemple très classique et étudions la fonction f qui à x associe 1 sur x moins 1 sur sinus x. Le but est de l'étudier au voisinage de 0, nous pouvons donc par exemple la définir sur moins 1 privé de 0, puisque sur cet intervalle ni x ni sinus x ne s'annulent. Nous allons exploiter le développement limité de sinus x au voisinage de 0, et alors ici nous allons écrire que en 0, f de x est égal à 1 sur x, moins 1 sur x moins x cube sur 6 plus un petit o de x cube. Nous pouvons mettre 1 sur x en facteur de toute cette expression, donc 1 sur x facteur de 1, moins 1 sur 1 moins x2 sur 6, plus un petit o de x2. Nous savons maintenant donner un développement limité de cette fraction. À l'ordre 2, cette fraction est égale donc à 1 moins x2 sur 6, plus x2 sur 6, plus un petit o de x2. Donc si nous développons tout cela, nous obtenons 1 sur x, facteur de 1, moins 1, moins x2 sur 6, plus un petit o de x2, c'est-à-dire moins x sur 6, plus un petit o de x. Ainsi, f admet un développement limité à l'ordre 1 en 0, dont le terme constant est égal à 0, et ainsi nous pouvons prolonger f par continuité en 0 par la fonction f chapeau, qui à x va associer 1 sur x moins 1 sur sinus x bien sûr si x n'est pas nul, et 0 qui est égal au terme constant du DL si x est égal à 0. De plus, f chapeau est dérivable en 0, et la dérivée de f chapeau en 0 est égale à moins 1/6 puisqu'il s'agit du coefficient d'ordre 1
dans le développement limité de petit f, qui est donc aussi à nouveau le développement limité de f chapeau. Passons maintenant aux développements asymptotiques. Lorsque nous avons commencé ce chapitre, nous avons parlé de relations de comparaison pour des fonctions, et il nous est arrivé d'écrire que certaines fonctions étaient égales à d'autres plus un petit taux d'une troisième fonction, sans que toutes ces fonctions soient pour autant des polynômes. Nous avons ensuite défini les développements limités, pour lesquels une fonction quelconque petit f était égale à un polynôme en x plus un reste. Il existe un type de développement plus général que les développements limités, que nous appelons les développements asymptotiques. En voici la définition. Un développement asymptotique d'une fonction f au voisinage d'un point x0, c'est une écriture de f de la forme f de x égale, lorsque x tend vers x0, est égale donc à une somme de fonctions plus un reste, mais ces fonctions, f0, f1 jusqu'à fn, ne sont pas nécessairement des polynômes. Par contre, lorsque nous écrirons de tels développements, nous préserverons la philosophie du développement limité, nous en garderons l'essentiel, et nous nous attacherons toujours à écrire ces fonctions de la plus grosse jusqu'à la plus petite. Et vous remarquerez aussi que ce qui est dans le reste, c'est la même fonction que le dernier terme. Donc dans ce type d'écriture, f0 est la plus grosse fonction possible, f1 est un peu plus petite, etc. Donc cela va se caractériser de la manière suivante. Pour tout i, fi plus 1 est un petit taux de fi, c'est-à-dire que c'est un petit taux du terme précédent dans le développement. Un tel ensemble de fonctions fi est appelé une échelle de comparaison. Nous développons petit f et nous la comparons à toute une série de fonctions que nous savons classer par ordre décroissant. Nous manipulerons ces développements asymptotiques de la même manière que les développements limités. L'objectif est le même, c'est de comparer une fonction f qui peut être compliquée à des fonctions plus simples, sauf qu'ici nous nous affranchissons de la contrainte que ces fonctions soient des polynômes. Nous pouvons prendre des fonctions un peu plus générales. Nous pouvons bien sûr déjà remarquer que les développements limités ne sont que des cas particuliers de développement asymptotique, pour lesquels les différentes fonctions fi qui apparaissent ici sont des polynômes de la forme x moins x0 puissance i. Assez souvent, les fonctions fi seront des fonctions de la forme x puissance k quand k appartient à z. Nous en avons déjà vu d'ailleurs un petit exemple dans cette même vidéo, lorsqu'ici nous avons donné un développement limité de la fonction 1 sur x moins 1 sur sinus x. Quelque part, il y a quand même des 1 sur x en facteur ici, qui finissent par disparaître, mais que nous avons vu apparaître pendant quelque temps. Traitons un exemple où les termes en 1 sur x ne vont pas s'annuler avant la fin du calcul. Par exemple, donnons un développement asymptotique de cotangente avec un reste en petit o de x. Pour cela, nous rappelons que la fonction cotangente x est égale à la fonction cosinus x sur sinus x. Cette fonction n'est donc pas définie en 0, mais elle est définie au voisinage de 0. Nous pouvons utiliser les deux développements limités de cosinus et de sinus en 0. Pour cosinus, nous allons utiliser le développement limité à l'ordre 2. Et au dénominateur, nous allons utiliser pour sinus son développement limité à l'ordre 3. Alors pourquoi cet ordre-là ? Puisque une fois que je mets 1 sur x en facteur au dénominateur, il me reste un développement limité d'ordre 2 qui commence par 1 au numérateur, et au dénominateur aussi, nous avons un développement limité d'ordre 2 qui commence par 1. Nous avons donc déjà vu dans ce chapitre que cette dernière fraction va admettre un développement limité également à l'ordre 2 et qui va aussi commencer par 1. Il ne restera plus qu'à multiplier ce développement limité par 1 sur x. Ici, tout simplement, nous obtenons 1 sur x fois 1 moins x2 sur 2 plus un petit o de x2, facteur de 1 plus x2 sur 6 plus un petit o de x2. En développant ce calcul, nous obtenons 1 sur x fois 1 plus x2 sur 6 moins x2 sur 2, et ce sont les seuls termes qui vont rester puisque les autres termes, si nous les multiplions, nous donneront des puissances supérieures à 3, supérieures ou égales à 3. Donc c'est 1 sur x, facteur de 1, moins x2 sur 3, plus un petit o de x2, ou encore 1 sur x, moins x sur 3,
plus un petit o de x, et c'est bien ce résultat-là que nous attendions. C'est bien un développement de la fonction cotangente x. Nous avons bien écrit que cotangente x est égal à une fonction qui tend vers plus infini, plus une fonction qui tend vers 0. C'est donc bien une grosse fonction plus une plus petite fonction. Dans le petit o, nous retrouvons la même fonction que le dernier terme de ce développement. Il s'agit donc bien d'un développement asymptotique qui n'est pas un développement limité, puisque le premier terme ici n'est pas un polynôme. Et si nous avions analysé, j'aurais pu vous le dire d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ici l'ordre 2 nous convenait pour cette fraction, puisque, comme je l'ai dit, cette fraction admettra elle aussi un développement limité à l'ordre 2, et quand nous allons le multiplier par 1 sur x, nous récupérons bien un petit o de x, ce qui était demandé. Et il était bon ici de se poser la question à l'avance de l'ordre jusqu'auquel poussaient les DL de cosinus et de sinus pour obtenir exactement un petit o de x à la fin. Vous remarquerez, comme nous l'avons déjà mentionné bien avant dans ce chapitre, qu'il y a une sorte de double peine ici, le fait de devoir mettre x en facteur dans le développement limité de sinus pour que ce DL commence par 1, nous fait perdre déjà un ordre, et ensuite, puisque nous avons 1 sur x en facteur, nous reperdons une deuxième fois cet ordre. Donc, un développement limité au dénominateur qui commence par x puissance k fait perdre 2 fois k comme ordre au total. Donc ici, nous avions en sinus un DL de valuation 1, et bien nous avons perdu 2 ordres pour le développement limité de sinus, et 1 pour le développement limité de cosinus. Il existe d'autres échelles de comparaison, et en voici un exemple. Nous allons donner un développement asymptotique à 3 termes de la fonction qui à x associe log carré de 1 plus x en plus infini. Très souvent, lorsque nous voulons un développement en plus infini, nous allons exprimer notre fonction en x en fonction de 1 sur x, et nous nous servirons de 1 sur x comme d'une variable pour utiliser les formules du formulaire qui sont valables en 0, puisque lorsque x tend vers plus infini, 1 sur x tend vers 0. La fonction logarithme se prête d'ailleurs vraiment très bien à ce genre de changement de variable. Il suffit pour cela de mettre, alors c'est une manipulation que nous ferons très souvent, il faut mettre en facteur à l'intérieur du logarithme le terme dominant, c'est-à-dire ici x, puisque x tend vers plus infini, ce qui nous donne logarithme au carré de x facteur de 1 sur x plus 1, puisque log de a fois b est égal à log de a plus log de b, nous récupérons ici logarithme de x plus logarithme de 1 sur x plus 1, le tout au carré. Ou encore, si nous sortons logarithme au carré de x de ce terme entre parenthèses, nous obtenons logarithme au carré de 1 plus logarithme de 1 sur x plus 1 sur logarithme de x, le tout au carré. Maintenant, il est bien sûr naturel de donner un développement limité de logarithme de 1 sur 1 plus 1 sur x, lorsque x tend vers plus infini, qui sera bien de la forme logarithme de 1 plus u, avec u tendant vers 0, et nous aurons ici petit u. À quel ordre donner ce développement limité ? Eh bien, nous voulons un développement limité, un développement asymptotique à 3 termes de logarithme carré de 1 plus x. Nous avons déjà un terme ici avec ce 1. Il nous faut donc, a priori, au moins 2 termes dans cette fraction, ce qui nous pousse naturellement à donner le développement limité ici à l'ordre 2, puisque ce développement fait apparaître 2 termes. Ce qui nous donne, lorsque x tend vers plus infini, logarithme carré de x, facteur de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 2x2, plus un petit o de 1 sur x2, tout ceci sur logarithme de x, le tout au carré. Ou encore, donc, logarithme de x, facteur de 1 plus 1 sur x log de x, moins 1 sur 2x2 log de x, plus un petit o de 1 sur x2 log de x. Il faut maintenant développer ce carré. Nous allons utiliser le développement de 1 plus u au carré lorsque u tend vers 0. Et pour nous, u, ce sera cette quantité qui tend bien vers 0 lorsque x tend vers plus infini. Donc nous allons utiliser le développement limité de 1 plus u lorsque u tend vers 0. Alors, comme toujours, la question c'est à quel ordre donner ce développement limité ? Essayons déjà de le donner à l'ordre 1 pour voir si cela suffit.
En utilisant le développement à l'ordre 1, nous pouvons écrire que logarithme au carré de 1 plus x est égal, lorsque x tend vers plus infini, à logarithme carré de x, facteur de 1 plus 2 fois u. Alors je réécris ici 2 fois u en n'oubliant aucun terme en particulier, en n'oubliant surtout pas le petit o. Ce qui me donne ici encore un petit o de 1 sur x carré log de x. Donc tout ceci, ce n'est que petit u. Et ensuite, nous avons un petit o de u. Maintenant, nous ne pouvons pas laisser u dans ce petit o. Nous allons remplacer u par n'importe quelle fonction qui lui est équivalente, puisque nous savons que, en termes de petit o, cela ne change rien. Ici, u commence par 1 sur x log de x, qui est le terme dominant de ces trois termes. C'est donc un équivalent de petit u. Ainsi, dans ce petit o, nous pouvons mettre 1 sur x log de x. C'est là qu'on s'aperçoit que les choses sont plus compliquées avec des développements asymptotiques qu'avec des développements limités, parce qu'ici, nous obtenons deux petits o qui ne sont pas des polynômes, mais qui sont différents. Il va donc falloir décider lequel nous gardons. Nous gardons toujours le moins précis. Parmi ces deux fonctions, laquelle est un petit o de l'autre, eh bien, c'est celle que je barre en bleu, qui est un petit o de ce dernier petit o, oui, c'est ça, parce qu'ici, nous avons une puissance au carré. Et donc, ce terme-là est aussi un petit o de ce dernier terme, donc il disparaît, et nous n'avons finalement qu'un développement limité, qu'un développement asymptotique à deux termes, qui sont là, de notre fonction, alors que nous en voulions 3. Donc le développement limité de 1 plus u au carré à l'ordre 1 n'est pas suffisant. Nous allons donc revenir en arrière et utiliser le développement limité de 1 plus u au carré à un ordre supérieur. Le terme suivant dans ce développement limité, c'est moins u carré, plus donc un petit o de u carré. Nous allons donc continuer ici le développement de log carré de 1 plus x. Nous avons déjà 1 plus 2u. Il va falloir maintenant retirer u carré. U est une somme de 3 termes. Lorsque nous la mettons au carré avec la formule du binôme de Newton, nous obtenons 1 sur x log de x au carré, plus le carré du second terme, donc 1 sur 4 x puissance 4 log carré de x, plus le petit o au carré, que je n'écris pas pour l'instant, plus le double produit, donc moins 1 sur x3 log carré de x, plus tous les termes qui vont contenir des petits o, mais finalement pas la peine de détailler tout cela, et d'ailleurs il n'était même pas nécessaire d'écrire ces termes-là, puisque nous remarquons que ce sont tous des petits o de cette fonction. Donc souvent on dit qu'ils vont rentrer dans le petit o qui est entouré en bleu. Donc nous ne gardons pas ces termes-là. De même, à la fin, nous devons avoir un petit o de u carré. Là encore, nous n'écrivons pas u carré, nous écrivons son équivalent. Son équivalent, c'est 1 sur x carré log carré de x. Donc 1 sur x carré log carré de x. Mais là encore, ce terme est un petit o du petit o entouré en bleu. Donc nous ne le gardons pas. Finalement, nous pouvons garder tous les termes de la première ligne et aucun autre, ce qui nous donne un développement limité à 3 termes. Mais vous remarquerez que, pour être sûr que c'est le bon développement, nous avons dû développer 1 plus u carré à l'ordre 2, et par contre, chose étonnante, nous n'avons gardé aucun des termes que ce développement fait apparaître. Donc c'est en cela que c'est plus compliqué que des développements limités. Nous devons parfois rajouter les termes pour être sûr qu'un certain développement est valable, alors que nous ne garderons pas ces termes. Donc finalement ici, nous obtenons exactement la première ligne. Et si nous multiplions toute la parenthèse par le logarithme carré de x qui est en facteur, cela nous donne le développement asymptotique que nous cherchions. C'est-à-dire que finalement, logarithme au carré de 1 plus x, lorsque x tend vers plus infini, est égal à logarithme carré de x, qui est le terme dominant et donc l'équivalent de cette fonction, plus 2 log de x sur x, moins log de x sur x carré, plus un petit o de log de x sur x carré. Notre échelle de comparaison ici
ce sont l'ensemble des fonctions de la forme x puissance alpha fois logarithme puissance bêta, où alpha et bêta d'ailleurs peuvent être négatifs. Ici, les puissances de logarithme sont dans ce développement positives et ce sont les puissances en x qui sont négatives. Et donc vous remarquerez bien, c'est toujours très important, le premier terme est dominant par rapport aux autres, le terme du milieu ici est lui dominant par rapport au dernier terme, et ce dernier terme est un petit o de tout ce qui précède, et c'est lui que l'on retrouve justement dans le petit o final. C'est donc un développement asymptotique qui est bien écrit, du plus gros terme jusqu'au plus petit. Pour terminer, nous allons faire une sorte de mix entre les parties petit a et petit c. Nous allons étudier l'allure d'une courbe au voisinage d'un point fini où la fonction tend vers plus ou moins l'infini, un point où elle n'est pas définie, ou au voisinage de plus ou moins l'infini en utilisant des développements asymptotiques. Plus précisément, nous allons parler de branche infinie d'un graphe d'une courbe d'équation y égale f de x. Qu'est-ce que c'est qu'une branche infinie? Nous n'allons pas donner de définition très précise, mais sur ce schéma, nous allons voir qu'il existe deux types de branches infinies. En disant qu'une branche infinie, c'est une partie d'un graphe qui, entre guillemets, s'en va vers l'infini, ce qui peut arriver dans deux situations, soit comme dans le cas de cette première branche infinie numéro 1, soit en un point où la fonction n'est pas forcément définie et où la fonction a une limite infinie. Donc ici, nous voyons qu'en 1, la fonction, alors ici elle est définie, mais à droite en 1, la fonction, dont le graphe est en rouge, a une limite infinie. Donc cette partie du graphe s'en va vers l'infini en 1. Cela s'appelle une branche infinie. Nous avons aussi deux autres branches infinies de même type. Nous avons ici une branche infinie numéro 2 et ici une branche infinie numéro 3. Donc ce graphe présente trois branches infinies. Les branches numéro 2 et 3, elles, ce sont tout simplement les parties du graphe lorsque x tend vers moins l'infini ou lorsque x tend vers plus l'infini. D'une certaine manière, ce sont aussi des parties du graphe qui partent vers l'infini. Remarquons qu'ici, cette portion du graphe, elle, n'est pas une branche infinie, puisque, tout simplement, nous nous trouvons en 1 qui est un point fini, et la limite à gauche en 1, donc la limite de cette portion du graphe, c'est 0. Donc ici, il n'y a rien d'infini. L'étude des branches infinies du premier type ne pose aucune difficulté. Si la fonction f a une limite infinie à gauche ou à droite d'un point x0, eh bien nous dirons que le graphe de f a une asymptote verticale d'équation x égale x0 lorsque x tend vers x0 à droite ou à gauche. Donc par exemple sur le graphe de gauche, la fonction f admet une asymptote verticale d'équation x égale 1 lorsque x tend vers 1+, donc lorsque x tend vers 1 par la droite. Pour le second type de branche infinie, nous voyons qu'il y a deux cas à distinguer. Soit f aura une limite finie en plus ou moins l'infini, soit f aura une limite infinie en plus ou moins l'infini. Toujours sur l'exemple de gauche, dans le cas de la branche numéro 2, la limite en moins l'infini est égale à 2. Donc c'est une limite finie en moins l'infini. Par contre, dans la branche numéro 3, la fonction a l'air en tout cas de tendre vers plus l'infini en plus l'infini. Donc, dans le cas de la branche numéro 2, c'est-à-dire si f a une limite finie en plus ou moins l'infini, tout simplement, le graphe de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale L, ici, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Donc, sur l'exemple de gauche, nous pouvons dire que la fonction f, lorsque x tend vers moins l'infini, admet une asymptote horizontale d'équation y égale 2. Le dernier cas, c'est donc lorsque f a une limite infinie en plus ou moins l'infini. Dans ce cas, nous allons adapter la méthode que nous avons déjà utilisée pour déterminer l'allure d'un graphe au voisinage d'un point grâce à des développements limités. Ici, nous allons donc plutôt utiliser des développements asymptotiques puisque x va tendre vers plus ou moins l'infini. Donc nous allons essayer d'écrire f de x sous la forme suivante. F de x, donc une fonction a priori compliquée à étudier, est égale à g de x en espérant que g soit une fonction simple, plus éventuellement un deuxième terme h de x négligeable devant g, toujours avec l'idée que nous trions les termes par ordre décroissant, plus un petit o de h de x. Et ce que nous voulons, c'est que h de x tende vers 0. Ainsi, nous pouvons dire que la différence f de x moins g de x
est une fonction qui tend vers 0, et donc les deux fonctions f et g ont des graphes qui sont asymptotes. Et puis ensuite, comme f-g est équivalente à h, nous pouvons dire que f-g et h ont le même signe au voisinage de plus l'infini ou de moins l'infini, et donc ce terme en h, qui est le premier terme non nul après l'asymptote, va nous donner la position relative de f par rapport à son asymptote. Ceci, c'est la méthode générale, mais il n'y a pas proprement parlé de théorème ou de proposition à énoncer. Il suffit de savoir s'y prendre en pratique, et c'est ce que nous allons voir ici en étudiant un exemple. Donc ici, nous allons étudier les branches infinies de la fonction, alors nous allons l'appeler petit f par exemple, de la fonction f qui à x associe racine cubique de x carré fois x moins 1, cette fonction étant bien sûr définie de R dans R puisque la fonction racine cubique est définie sur R. Puisque f est défini sur R, son graphe n'admet que deux branches infinies, une lorsque x tend vers moins l'infini et une autre lorsque x tend vers plus l'infini. Commençons par exemple par étudier la branche infinie lorsque x tend vers plus l'infini. Pour cela, nous allons donner un développement asymptotique de f en plus infini. Donc f de x est égal à racine cubique, c'est-à-dire une puissance 1 tiers, de x au cube moins x2. Racine cubique de x au cube, cela est toujours égal à x, quel que soit le signe de x. Ce n'est pas le même piège qu'avec la racine carrée de x carré. Donc ici, nous pouvons sans aucun souci mettre x en facteur, et à l'intérieur de la parenthèse, nous allons donc avoir 1 moins 1 sur x, le tout à la puissance 1 tiers. Comme toujours, donc lorsque x tend vers plus l'infini, il faut chercher à se ramener à une expression avec des 1 sur x, et donc ici, nous pouvons utiliser le développement limité de la fonction 1 plus u à la puissance 1 tiers lorsque u tend vers 0. La question, comme toujours, est la suivante: jusqu'à quel ordre allons-nous développer le terme entre parenthèses? De toute façon, nous pouvons toujours commencer à donner ces premiers termes et voir où cela nous mène. Nous savons que les premiers termes vont être 1, moins l'exposant fois 1 sur x, donc moins 1 sur 3x. Et puis ensuite, il faudra peut-être continuer à développer. En tout cas, lorsque nous allons développer ce produit, nous allons obtenir donc x fois toute la parenthèse, ce qui nous donne x moins 1 tiers et d'autres termes. Maintenant, très probablement d'ailleurs, que le prochain terme ici sera un terme en quelque chose sur x carré. Et donc le prochain terme ici sera ce quelque chose sur petit x. Or ce terme va bien tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Par contre, ça n'est pas le cas de toute cette partie-là, qui est l'équation d'une droite. Il n'y a ici aucun des deux termes qui tend vers 0. Eh bien, la droite d'équation y égale x moins 1 tiers, et l'équation d'une droite, qui sera donc asymptote à petit f en plus l'infini, puisque derrière, nous n'aurons que des termes qui tendent vers 0. Pour connaître la position relative, il nous faut donc le signe du premier terme non nul après ce x moins 1 tiers. Si le coefficient grand X ici n'est pas nul, nous avons fini. Si par malchance il était nul, il faudrait continuer ici à aller au moins jusqu'à l'ordre 1 sur x3, en tout cas aller aussi loin qu'il le faut pour avoir un terme non nul. Donc je vais maintenant enlever tout ce que j'ai écrit en gris, car je vois qu'il faut que j'aille au moins jusqu'au terme en 1 sur x carré dans le développement de 1 moins 1 sur x puissance 1 tiers, et si le terme en 1 sur x carré n'est pas nul, j'aurai fini. Je rappelle ici, allez on va le mettre ici, le développement limité de 1 moins u puissance 1 tiers, il est égal à 1 moins 1 tiers de u, moins 1 neuvième de u carré, plus un petit o de u carré. Je vous laisse le soin de vérifier cela en vous rapportant au formulaire. Donc ici, nous avons moins 1 tiers de x, et le terme suivant, eh bien cela sera moins 1 neuvième, moins 1 sur 9x carré, plus un petit o de 1 sur x carré. Nous développons donc tout ce produit, et nous obtenons ici alors encore un signe moins, moins 1 sur 9x, plus un petit o de 1 sur x. Donc nous pouvons dire que en plus infini, f, alors a priori il faut dire le graphe de f, est asymptote à la droite d'équation
y égale x moins 1 tiers. Et le graphe de f se situe en dessous de cette asymptote, puisque le terme en moins 1 sur 9x, qui est ici, est un terme strictement négatif lorsque x tend vers plus infini. Donc f est asymptote à la droite d'équation y égale x moins 1 tiers. Et le graphe de f est sous cette asymptote. Et ceci, c'est en plus l'infini. C'est quand x tend vers plus l'infini. Que se passe-t-il en moins l'infini ? Si nous reprenons le calcul précédent, nous voyons qu'il n'y a absolument rien à changer en moins l'infini. La factorisation des deux premières lignes ici se fait exactement de la même manière. Le développement limité de 1 moins 1 sur x puissance 1 tiers, ou plutôt développement asymptotique qui est ici, se fait là encore exactement de la même manière, puisque tout ce qui compte c'est que 1 sur x tende vers 0, peu importe son signe. Donc la dernière étape est la même. La conclusion pour l'équation de l'asymptote est la même. La seule chose qui change maintenant, c'est que le graphe de f va se trouver au-dessus de l'asymptote, puisque lorsque x tend vers moins l'infini, le terme en moins 1 sur 9x est cette fois-ci négatif. Donc pour récapituler, de la même manière, lorsque x tend vers moins l'infini, f de x est égal à x moins 1 tiers moins 1 neuvième de 1 sur x. Cette fois-ci, lorsque x tend vers moins l'infini, ce terme est strictement positif, donc le graphe de x est asymptote à la droite d'équation y égale moins 1 tiers, et il se trouve au-dessus, donc d'après le signe du premier terme non nul après l'équation de l'asymptote. Nous pouvons vérifier en effet tout cela sur le graphe de f qui est ici tracé à l'aide de Python. Donc ici en bleu, nous avons le graphe de la courbe f. En rouge, nous avons la droite d'équation y égale x moins 1 tiers. Nous repérons en effet que quand x devient grand, alors vous voyez qu'ici cela va très vite car mon axe des abscisses va de moins 2 à 2. Donc déjà quand x est égal à 2 ou moins 2, la différence entre f et son asymptote est déjà très faible. Mais en effet, lorsque x tend vers plus l'infini, le graphe de f se trouve en dessous de son asymptote, et lorsque x tend vers moins l'infini, le graphe de f se trouve au-dessus. Bien sûr, entre les deux, le graphe n'est absolument pas asymptote à cette droite, ça n'est qu'une étude locale. Nous pouvons toutefois remarquer ici que en 0 et en 1 aussi, le graphe de f présente des tangentes verticales, car en 0 et en 1, ce qui est sous la racine cubique s'annule, et nous savons que la fonction racine cubique n'est pas dérivable en 0, par contre son graphe présente une tangente verticale que nous retrouvons bien ici sur ce graphe. Pour x négatif plus petit que 1, pour x plus petit que 1, nous avons de toute façon une courbe qui est une fonction f qui prend des valeurs négatives, ce que nous retrouvons bien ici, et à partir de x plus grand que 1, eh bien f prend des valeurs positives. Donc voici le graphe de f. Ce qui se passe de manière centrale, l'étude des développements asymptotiques de f en plus et moins l'infini ne permet absolument pas de le dire, mais nous vérifions bien concrètement que notre étude asymptotique est valable. Le graphe de f est bien asymptotique en plus et moins l'infini, à la droite y égale x moins 1 tiers, et nous avons bien pu déterminer les positions relatives de ces graphes. J'arrêterai ici cette vidéo, et il ne nous restera plus dans ce chapitre qu'à traiter une petite partie sur les séries.